La société Inelfe a été créée en application directe de l'accord intergouvernemental qui a été signé au mois de juin 2008 au sommet franco-espagnol de Saragosse, suite à la mission du coordonnateur européen, M. Mario Monti. La mission de cette société Inelfe est d'étudier et de construire la ligne électrique entre Baixas et Santa Eulalia. Cette nouvelle interconnexion va permettre de doubler la capacité d'échange électrique entre l'Espagne et la France, de renforcer la sécurité d'approvisionnement des deux pays, d'améliorer l'évacuation de la production d'énergie éolienne en Espagne et d'intégrer le marché ibérique au marché unique européen. Ce projet a été classé dès 2001 comme projet prioritaire d'intérêt européen. En conséquence, l'Europe a financé ce projet à hauteur de 225 millions d'euros par l'intermédiaire du plan EEPR, European Energy Programme for Recovery, et 350 millions d'euros par un prêt de la Banque européenne d'investissement. Ceci sur un montant total de 700 millions d'euros. Cette ligne mesure 64,5 km de long et relie le poste de Baixas en France au poste de Santa Eulalia en Espagne. Elle suit les infrastructures existantes, notamment l'autoroute AP7 et la ligne à grande vitesse Perpignan-Figueres. Cette ligne est installée en tranchée et traverse la chaîne des Pyrénées au niveau du massif des Alberts, à l'aide d'une galerie technique de 8,5 km de long, enfouie à environ 100 mètres de profondeur. L'interconnexion France-Espagne est en courant continu et non pas en courant alternatif comme le reste du réseau franco-espagnol, suivant les recommandations du coordonnateur européen. Ceci pour des raisons technico-économiques liées à la fois à la longueur de la liaison et au choix du souterrain total. L'avantage principal d'une liaison en courant continu est l'amélioration de la stabilité des réseaux connectés. 2 stations de conversion, une à Santa Eulalia en Espagne et l'autre à Baixas en France, permettent de transformer le courant continu en courant alternatif et inversement. Ces stations sont chacune composées de 2 halls de convertisseurs, des halls qui occupent une superficie d'environ 4000 m² pour une hauteur d'environ 20 mètres. À l'intérieur de ces bâtiments, on trouve 2700 modules de puissance sous atmosphère contrôlée. Atmosphère contrôlée, cela signifie à la fois un contrôle en température et un contrôle en pression qui permet d'éviter aux poussières de pénétrer à l'intérieur des bâtiments. La technologie utilisée est la technologie VSC, qui signifie Voltage Source Converter. Et cette technologie permet à la fois une meilleure tenue en tension des postes alternatifs, mais également cela rend compatible l'inversion du transit avec l'utilisation de câbles secs à isolation synthétique. On bénéficie ainsi d'un encombrement réduit. À chaque extrémité de l'interconnexion, la station de conversion est en charge de convertir le courant continu en courant alternatif et vice-versa. La technologie VSC permet de réaliser cette conversion de façon instantanée et sûre. Le courant alternatif triphasé arrive à la station de conversion en 400 kV. De puissants transformateurs réduisent la tension de 400 à 320 kV. Ensuite, le courant pénètre dans la salle de conversion où se trouvent 2700 modules de puissance qui convertissent l'onde de courant alternatif en continu de façon ultra rapide. Les convertisseurs sont composés de nombreux interrupteurs qui s'ouvrent et se ferment. Le courant continu à 320 kV est transporté grâce à la liaison souterraine. Cette technologie permet aussi de faire la conversion dans le sens inverse. Il est possible de changer le sens du transit en 50 millisecondes. Chaque station de conversion fonctionne de manière symétrique et réalise la conversion simultanément sur les 2 liaisons constituant l'interconnexion. À l'autre extrémité de l'interconnexion, la station de conversion réalise exactement les mêmes opérations. Pour France-Espagne, on va réaliser une liaison avec 2 bipôles de 1000 MW, donc une interconnexion de 2000 MW. Là, on voit sur cet échantillon du câble donc lame en cuivre qui va transporter le courant. Ici, l'isolation en polyéthylène réticulé qui va supporter 320 kV, donc pour une épaisseur de moins de 20 mm, ce qui est vraiment une prouesse technologique très importante. Et l'innovation ici, avec un écran aluminium à la place d'un écran plomb, qui est plus léger
et qui permet de réaliser des longueurs de tronçons plus importantes. Prysmian a su fabriquer des longueurs de câbles sans défaut de l'ordre de 2 km. Ces grandes longueurs de tronçons nous permettent de diminuer le nombre de jonctions qui demeurent des points relativement sensibles. Cela nécessite notamment de bien maîtriser les charges électriques qui peuvent se développer aux interfaces entre le câble et l'élément de jonction. Il faut bien imaginer qu'un touret sur lequel on aura enroulé 2000 mètres de câble, ça pèse 80 tonnes. Donc le défi était également de savoir fabriquer cet objet de forte masse et de savoir aussi le transporter sur le site d'installation et ensuite de le dérouler, de l'installer. L'installation se compose de 2 tranchées indépendantes mesurant chacune 1 mètre de large sur 1,5 mètre de profondeur. Dans chacune de ces tranchées, on installe des câbles et on coule ensuite du béton. On procède de cette manière pour garantir une sécurité maximale sur le chantier et pour pouvoir séparer les travaux de génie civil de ceux de l'installation de la ligne. Les 2 tranchées sont éloignées d'1 mètre l'une de l'autre, ce qui permet de limiter toute influence thermique d'un câble à l'autre et de préserver ainsi la capacité de transport de la liaison. La largeur totale de l'installation est de 4 mètres. C'est la première fois que RTE et R2E se lancent dans la construction d'une galerie technique de cette taille, d'où l'ampleur du défi. La galerie technique a été creusée depuis les 2 extrémités à l'aide de 2 tunneliers. Le premier, Canigou, qui est parti de France, et le second, Alberas, qui est parti de l'Espagne. Ces machines sont dotées d'un bouclier qui, en tournant, brise la roche. Derrière, une bande transporteuse convoie les déblais jusqu'à l'extérieur de la galerie. Cette galerie de 8,5 km de long et de 3,5 mètres de diamètre intérieur permet au câble de l'interconnexion de traverser les Pyrénées. C'est la différence d'altitude entre les 2 extrémités de la galerie qui crée une différence de pression et donc favorise la ventilation naturelle dans la galerie. Au final, à chacune des extrémités, nous avons construit un bâtiment technique qui permet d'abriter l'ensemble des équipements nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage. Ventilation, groupe électrogène, salle de contrôle, etc. Lors des travaux, nous avons fait particulièrement attention aux contraintes environnementales, notamment à la préservation des eaux souterraines, mais aussi à la minimisation des nuisances en termes de bruit et de vibration. Pour acheminer les câbles jusqu'aux chambres de jonction, on a eu recours au transport exceptionnel. En effet, le transport de tourets qui pèse jusqu'à 80 tonnes ne pouvait se faire que par l'intermédiaire de convois d'une longueur de 25 voire 30 mètres, ayant 9 essieux de 8 roues chacun, soit 72 roues au total. Pour dérouler et installer les câbles, on pose le touret à une extrémité du tronçon avant la chambre de jonction. À l'autre extrémité, on installe un treuil. Le touret déroule le câble qui est poussé dans le fourreau et qui est tiré à l'autre bout par un treuil. Pour raccorder les câbles entre eux, des jonctions sont nécessaires. La réalisation des jonctions est une opération très délicate et requiert une main-d'œuvre spécialisée. Ces jonctions sont composées de manchons prémoulés et sont réalisées une à une. On réalise au total 4 jonctions qui raccordent ainsi chaque extrémité de câble. Il faut environ 3 semaines pour effectuer cette opération. Par ailleurs, il est très important de réaliser les jonctions dans un environnement contrôlé, tant en matière de température qu'en matière d'humidité. Un projet d'une telle ampleur doit s'inscrire dans une démarche environnementale. C'est pourquoi nous avons adopté une série de mesures préventives et correctrices. Il s'agit de réduire les dommages environnementaux en préservant par exemple les espèces protégées d'oiseaux ou la reproduction des loutres, en respectant les cours d'eau et ses habitants, comme les tortues méditerranéennes sur le massif des Albères, où nous nous trouvons, côté espagnol, et en préservant la faune, comme les chauves-souris et les papillons, côté français. On a donc procédé étape par étape dans l'avancement de l'ouvrage, en adaptant les travaux de génie civil aux périodes les plus adéquates pour préserver la faune. On s'engage également à remettre en état
les terrains une fois les travaux terminés. La ligne électrique est parallèle aux installations de la LGV de façon à limiter l'impact environnemental. Vous avez une zone Natura 2000, zone Natura 2000 de la rivière du Tech. C'est la ripisylve qui est protégée. La ripisylve, c'est la végétation en bordure de la rivière. Donc pour traverser cette rivière, nous avons réalisé un forage irrigué qui passe à 14 mètres sous le lit de la rivière. Et initialement, le forage était prévu d'une longueur de 600 mètres, mais pour éviter totalement la zone Natura 2000, nous avons décidé de rallonger de part et d'autre de la rivière le forage irrigué qui fait donc 700 mètres. En tout, il y a eu 15 forages en France et 22 forages en Espagne. Les ingénieurs de RTE et de Red Electrica, réunis au sein de groupes de travail européens, sont arrivés aux conclusions suivantes. Tout d'abord, cette liaison va permettre d'économiser environ 1 million de tonnes de CO2 par an. Par ailleurs, toujours grâce à cette liaison entre Baixas et Santalogaia, et dans une vision de transition énergétique, nous pourrons intégrer jusqu'à 720 000 MWh d'énergie renouvelable sur le réseau européen. Ce projet a une dimension assez historique, tant pour les deux pays que d'un point de vue européen. On peut parler d'un grand succès d'un point de vue à la fois politique et technologique.